grève privée de sortie au musée et une longue, trop longue fermeture de nos établissements. Comment les musées et centres de sciences ont-ils gardé le lien avec les scolaires pendant 1 an de pandémie ? Visites guidées, accompagnement de projets à distance et autres e-classes. De nombreux outils ont été imaginés, testés, approuvés. De nouvelles pratiques ont été adoptées. Et maintenant qu'on réouvre, il se passe quoi ? Que fait-on de ces nouveaux formats ? Dans ce premier épisode de Sans réserve, les coulisses de la médiation culturelle, nous allons explorer ces nouveaux liens créés avec enseignants et élèves. Nous parlerons concrètement de retour terrain et questionnerons les perspectives d'utilisation de ces nouveaux dispositifs numériques avec mes 2 invités. Lionel Feuillassier en direct de Brest, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiateur scientifique à Océanopolis et nous parlerons avec vous d'ateliers pratiques à distance. Vous avez en effet travaillé sur la conception et l'animation de e-class en binôme avec Anne Rognan qui était conservatrice à Océanopolis et à qui toute l'équipe souhaite dédier l'émission. Vanny Delfaux avec nous en plateau, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes responsable éducation et médiation scientifique à la Cité de l'Espace et vous nous raconterez comment vous et vos équipes avez accompagné une trentaine de classes dans le cadre de projets à distance pendant plusieurs mois. Mais avant d'échanger avec vous deux, un petit tour du côté de mes acolytes, Lauriane Bissinguet et Mariette Escalier. Lauriane, avec votre Zoom sur le site internet Écosciences Sud, vous nous raconterez ce que vous nous avez déniché sur cette plateforme participative qui nous dit tout sur la culture scientifique en région Occitanie. Et oui, aujourd'hui, on va aller jeter un petit coup d'œil du côté de Montpellier et je vous parlerai d'un projet scolaire qui mêle science et improvisation théâtrale. Mariette, notre reporter du web, vous nous parlerez de résidences artistiques. Des résidences artistiques et aussi scientifiques, mais surtout des résidences en ligne, grâce à un projet scolaire collaboratif, les classes culturelles numériques. Bonjour les enfants. Bonjour. Et nous allons parler ensemble ce matin de la nutrition des organismes marins. Ce sont cette fois-ci des crevettes très nombreuses, mais on ne les voit pas à l'œil nu. Alors pour les observer, je vais prendre quelques gouttes et vous allez pouvoir les observer en direct depuis votre classe. Est-ce que vous les voyez ? Oui. Lionel, c'est vous qu'on vient d'entendre sur ce court extrait pendant une des 9 e-classes que vous proposez du cycle 2 au lycée. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler en 2 mots ? Qu'est-ce qu'une e-classe et comment ça se passe concrètement le jour J ? Alors, une e-classe, c'est déjà un atelier qui a été construit à la hâte en cette période de confinement et qui reprend finalement des bribes d'ateliers que nous avons en présentiel. Et l'objectif, finalement, c'est d'arriver à faire du lien avec ces classes à distance, d'arriver à faire malgré tout des travaux pratiques, à faire réfléchir les élèves sur des questions scientifiques. Alors, comment on fait des travaux pratiques ? Parce que je sais qu'à Océanopolis, vous avez 5 salles éducatives. Vous êtes vraiment dans une démarche de pédagogie active. Comment on fait ça concrètement à distance ? Comment on accompagne ce genre d'atelier quand on est médiateur face publique et que là, on est derrière une caméra ? Effectivement, c'est le challenge. Alors déjà, on imagine des expériences, c'est-à-dire que, par exemple, succinctement, que mange la moule ? Est-ce qu'elle mange du phytoplancton ? Est-ce qu'elle mange du plastique ? Est-ce qu'elle mange autre chose ? On va tester en direct avec les élèves leurs hypothèses et on va accompagner de ces réflexions un petit carnet qui va permettre aux élèves d'avoir quand même un support sur lequel s'appuyer pendant toute la e-classe. Ils sont dans la manip ? Ils seront dans la manip, dans du dessin, dans la figuration sur le cahier de l'élève qui est spécialement adapté pour. Et Vanny, à la Cité de l'Espace, donc il y a un autre parti pris, pas d'atelier, on est plutôt sur de l'accompagnement d'une classe, de plusieurs classes, sur toute l'année scolaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement, on a fait le parti pris d'accompagner quelques classes qui souhaitaient participer à des projets, j'ai envie de dire, de longue durée sur toute l'année scolaire. Donc ça concerne plus d'une trentaine de classes, plus de 1000 élèves. De quel niveau ? Alors, dès le CP, jusque-là à la 6e, parce qu'on a 2 ateliers, deux projets. Le défi robot martien qui est pour le cycle 2 et le congrès scientifique des enfants qui est pour le cycle 3. Voilà, on a développé aussi des ateliers, ce qu'on appelle hors les murs, mais du coup qui concernent beaucoup de classes de la région toulousaine. Et concrètement, ça se passe comment du coup sur les ateliers plutôt en ligne ? Vous rencontrez des élèves tous les combien de temps ? Par quels moyens ? Par quels médias ? Alors sur les projets que l'on a menés, ça n'a pas la candidature qui est en début d'année scolaire. On a commencé à partir au retour des vacances de Toussaint, donc on va dire aux alentours du mois de novembre. Et très régulièrement, nous avons rencontré
à distance soit les enseignants sur des temps de formation, sur des envois de matériel pédagogique, de mallettes pédagogiques, vraiment avec beaucoup de manipulation pour faire des expériences. Qui existaient avant les offres en ligne? Alors, on avait déjà ce système de mallettes qui était beaucoup plus réduit, on avait beaucoup moins de classes concernées. Là, on a dit on mise vraiment sur l'expérimentation, sur la manipulation. Donc, on a donné énormément de contenu, énormément de matériel aux classes. C'est une valise complète où on peut réaliser plus d'une dizaine d'expériences. Par exemple, pour Défi Robot Martien, c'est autour de la robotique. Voilà, c'est des robots, des tapis de jeu, des barres de programmation, des cartes de commande, des tablettes numériques. Donc on a des temps en fait de formation des enseignants, des temps où on envoie le matériel et ensuite à peu près tous les mois, on a créé des rendez-vous avec chaque classe pour garder le lien. Alors soit c'était directement nos médiateurs scientifiques qui ont gardé le lien avec par exemple des expériences que l'on a fait ensemble au même moment, nous depuis la Cité de l'Espace avec notre matériel, et les élèves qui avaient le même matériel puisqu'on le leur avait préalablement envoyé, ont pu suivre la même animation avec nous et la réaliser avec nous en parallèle. On a comparé nos résultats, nos hypothèses ensemble, et parfois c'est nos partenaires, donc je pense notamment à l'Université fédérale de Toulouse sur le congrès scientifique des enfants, des doctorants ont accompagner régulièrement les élèves dans leur démarche scientifique autour du congrès scientifique des enfants. Ils imaginaient leur collège sur la Lune, sur Mars. Et en termes de contenu, pas beaucoup de changements par rapport à vos métiers habituels. On est sur de la médiation, on conçoit des outils. Moi, je me pose quand même la question de la technique. Est-ce que finalement ce type d'offre a nécessité de soit développer des nouvelles compétences en interne ou soit d'aller en chercher à l'extérieur? Comment vous avez fait? Avec qui vous avez travaillé? Combien on est en fait sur ce type de projet? Alors, nous, effectivement, je sais pas du coup pour Océanopolis, nous, effectivement, on a essayé de voir en interne avec nos équipes techniques, nos régisseurs, ce qui était envisageable en l'état, parce que c'est quelque chose qu'on a déployé très, très rapidement. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se retourner. Et puis, au fur et à mesure des sessions, on a pu évoluer, remplacer du matériel, notamment, je pense à des caméras et autres. On a fait des achats, en fait, qui nous ont permis de rendre les choses beaucoup plus fluides. On a aussi développé beaucoup de tutoriels pour les enseignants pour que aussi eux soient à l'aise dans ces rendez-vous qui étaient à distance. Donc voilà, sur Teams, il me semble. Ouais, nous on est parti sur la plateforme Teams qui avait été en interne utilisée dès le début du confinement, sur lequel il y avait quand même pas mal de possibilités, et notamment une assez intéressante de pouvoir faire des breakout rooms, donc des petites tables rondes en fait. Ça c'est important d'avoir des temps en séance plénière, des temps en table ronde où on peut aller en plus petits effectifs. Donc très vite en fait, nous on a appris à manier un peu à l'application. On s'est tous formés dessus et on a très vite développé des outils pour que les enseignants puissent eux aussi facilement se connecter. Je pense notamment au collège qui avait pas mal de problèmes de licence pour pouvoir accéder à Teams ou autre. Donc du coup voilà, on a réussi directement avec des sessions aussi où vraiment on testait. Moi j'ai des équipes qui avaient des créneaux pour tester avec les classes si ça fonctionnait pas. Et du coup comme ça c'était fluide en fait. Ça a été fluide tout au long de l'année. Et Lionel, pour vous, ça s'est passé comment? Parce qu'on n'est pas sur la même technologie, on n'est pas dans le même contexte. Vous êtes sur des ateliers en live. Vous avez des collègues qui vous accompagnent pour vous filmer. Comment vous travaillez quand vous êtes en live avec les élèves? Oui, effectivement, je rejoins ce qui a été dit pour la Cité de l'Espace. C'est vrai qu'à Océanopolis, on s'est aussi appuyé en fait sur nos équipes techniques. On a la chance d'avoir une équipe audiovisuelle et multimédia, mais on s'est aussi équipé et en tant que médiateur, on a dû également se former du coup à l'utilisation de ces logiciels. Et puis surtout, il faut bien imaginer ces classes. On a l'impression que c'est juste une caméra qui filme, mais derrière, il y a toute une technologie et surtout tout un déroulé. On est quasiment sur un format d'émission et ça, très franchement, on n'était pas du tout prêt pour ce genre de pratique. Donc voilà, on s'est formé, ça a été sur le tas, mais en même temps, c'est enrichissant comme approche. Vanny parle de tests. Vous avez testé également ? Oui, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que en fait, il ne faut pas s'imaginer que derrière la caméra, il y a quelqu'un qui tient la caméra. Nous sommes sur du matériel qui est autonome et qui détecte nos mouvements. Comme ça, il y a juste un médiateur qui est sollicité lorsqu'il y a une classe en cours. Et ça, c'est important parce que du point de vue financier, il faut quand même se rendre compte que ça mobilise beaucoup de compétences. Et ce type de caméra, ça coûte combien ? Donc, alors, je vais parler ça nous a coûté 5 000 € en tout, mais on en a acheté, on en a acheté 4. Donc voilà, il faut diviser ce chiffre en 4 pour se faire une idée. Et on a essayé de répartir en fait ces 4 caméras dans nos salles éducatives pour pouvoir faire plusieurs e-classes en même temps.
Vous nous parlez quand même donc on entend Teams, on entend parler de matériel technique nouveau. Bon, nous on a connu un peu aussi avec les visioconférences, avec ces différents logiciels qu'on utilise aussi en interne pour nos propres réunions. Pas mal de bugs, disons-le nous. Comment vous avez géré ça ? Comment ça se passe avec les enseignants qui, vous le disiez, Vanny, n'ont pas forcément les accès, les licences. Voilà, comment ça se passe, le bug ? Alors, nous, en tout cas, on a la chance, comme on a accompagné sur plusieurs temps. C'était pas one shot une fois. Donc, c'est vrai qu'on a eu le temps de le préparer. Si jamais le jour J, une connexion fonctionnait pas, on réussissait à trouver un autre créneau à un autre moment. Mais en fait, ça a été très rare parce que on a réussi à trouver le bon ordinateur dans la bonne salle de classe qui fonctionnait, avec le prof de techno qui était passé, qui avait tout vérifié, Et nous de notre côté aussi, alors on n'a jamais eu de gros bugs qui empêchaient des classes vraiment de se connecter. Si jamais il y avait un souci qui était indépendant de notre volonté de connexion internet ou autre qui ne fonctionnait pas, ça peut arriver, on a réussi à reporter. Vous avez une équipe support peut-être en même temps que les médiateurs ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour gérer ? Nous, en fait, les régisseurs, alors du coup, c'est intéressant de voir par rapport à Essanopolis. Nous, effectivement, on a toujours un ou deux médiateurs mobilisés sur des sessions comme ça avec les classes. Et derrière, on a aussi au moins un régisseur qui est là, qui modère aussi le chat. Ça, c'est hyper important aussi sur l'utilisation qu'on a du chat ou pas. Si on laisse les classes en tant que présentateurs, c'est-à-dire est-ce qu'on leur laisse la main aussi de pouvoir ouvrir leur micro, ouvrir leur caméra, discuter avec nous sur le chat. Il est arrivé aussi, par exemple, en ces temps de Covid, que des établissements soient fermés et qu'on maintienne les rendez-vous avec les élèves depuis chez eux. D'accord. Et là, du coup, ça démultiplie complètement les connexions, puisque au lieu d'avoir une classe connectée avec les élèves derrière la caméra dans une salle de classe, on se retrouve avec 25, 30 élèves. Si on double, on peut arriver à des effectifs de connexion assez importants. Donc, il y a toutes ces questions de comment aussi on modère les réactions, et en même temps, l'intérêt, c'est qu'on discute, qu'on échange et qu'on partage. Donc, du coup, en plus du médiateur, on est plutôt sur une à deux personnes. On a toujours un régisseur. Et quelqu'un de l'équipe, soit technique, soit de médiation, qui modère le chat. D'accord. Et Lionel, de votre côté, vous nous disiez que l'avantage de cette caméra, c'était de travailler seul, en direct. Comment vous gérez si bug il y a ? Alors, on gère, on fait comme à Toulouse. On appelle en catastrophe le service audiovisuel en disant il faut venir tout de suite. Alors, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Quand on a développé notre première e-class, c'était en fin juin 2020, on a pu tester avec 2 classes cobayes, je vais dire, du coup le processus, et puis faire valider surtout par l'éducation nationale du coup la proposition. Et alors on travaillait pas avec Teams, nous on travaillait avec Big Blue Button parce que c'est vrai qu'il y avait cette contrainte d'accéder dans les classes. Par exemple Zoom c'était pas possible, donc il a fallu faire le choix aussi du logiciel, et surtout qu'il n'y ait pas d'application à installer au préalable, etc. Et ce que nous faisons avec l'enseignant, c'est que généralement 1 ou 2 jours avant, nous proposons en fait un temps de test, tout simplement pour se connecter, faire un essai. Et avec juste le médiateur, donc on se cale un rendez-vous, et avant de passer sur la classe du coup complète le lendemain ou le surlendemain. En tout cas, le médiateur gère sa classe de A à Z. Voilà, c'est ça le. Je rebondis sur la question de l'éducation nationale, Lionel. Comment vous travaillez avec eux sur la validation et des contenus, des formats, de la méthodologie ? On a la chance d'être beaucoup suivis en fait. On a à l'Académie de Rennes vraiment nous soutient énormément, et donc nous avons 2 conseillers relais qui sont toutes les semaines avec nous, qui donc nous aident évidemment dans le contenu. Et puis on a aussi les inspecteurs d'académie qui sont très mobilisés. Donc quand on a besoin d'eux, ils sont toujours présents et ils nous permettent ainsi de bien valider les contenus, parce que notre métier effectivement on a l'habitude d'accueillir les classes, mais là c'était du distanciel, donc il fallait aussi trouver les meilleurs moyens d'attiser la curiosité des élèves, de garder l'attention, de faire toujours qu'il y ait du rebond dans la classe, parce qu'au bout d'une heure, ça peut être très long en fait, du virtuel comme ça. Bien sûr. Et vous, Vanny, comment ça se passe à la Cité de l'Espace ? Alors, on est en partenariat aussi très fort avec le rectorat de l'Académie de Toulouse. On a la chance d'avoir 2 enseignants chargés de mission qui sont sur l'équivalent d'un mi-temps. Donc, ils sont en classe sur la moitié de la semaine, et l'autre moitié de la semaine, ils sont dans l'équipe de médiation avec nous pour développer les contenus, comme on en parlait pour Essanopolis. Et c'est une grande richesse, en fait, parce que on a leur regard à la fois sur les programmes, les contenus adaptés au niveau que l'on souhaite toucher. Et derrière aussi, on a l'expérience classe.
C'est-à-dire, voilà, moi concrètement, si je dois me connecter, mais que je dois faire 36 000 manips pour arriver au truc, télécharger 46 000 choses, en fait, je vais pas le faire, je vais abandonner, je vais lâcher, ça va pas m'intéresser. Donc nous, c'est comme ça aussi qu'on a développé des concepts très clés en main, avec beaucoup de matériel envoyé, voilà, des protocoles d'expérience très clairs. Et c'est ça aussi les retours que l'on a des enseignants, c'est qu'en fait, c'est clé en main, c'est rapide à se mettre dedans et ça nécessite pas énormément d'organisation technique et autres derrière, quoi. Et est-ce que pour ces projets, vous vous êtes inspiré d'expériences similaires ? Oui, alors déjà nous on avait vu ce qui était fait à Océanopolis. On avait vu le teaser sur votre site internet parce qu'on a eu aussi à un moment donné de se dire est-ce qu'on développe aussi nos ateliers en classe virtuelle, un petit peu comme vous, et c'était extrêmement intéressant. On a fait le choix d'accompagner plutôt sur des projets à l'année, mais oui, on a regardé un petit peu tout ce qui se faisait ailleurs, les premiers écueils. Et plutôt du côté d'Océanopolis en fait. Alors du coup on a regardé pas mal Océanopolis. Est-ce que Lionel, de votre côté, vous vous êtes inspiré d'expériences similaires ou... En fait, je vais être assez franc, non, parce que déjà on voulait que ce soit à notre image, à notre patte. On voulait vraiment pas trop être influencé par ce qui était déjà existant, parce que après tout, et j'en suis sûr qu'à l'AC de l'Espace, vous avez énormément d'expérience aussi avec les scolaires, et du coup, vous avez déjà votre propre vécu, et ça permet aussi d'adapter vos ateliers à votre façon. Et donc voilà, déjà, donc non. Et puis surtout, très sincèrement, il n'y avait pas grand-chose. Quand on a lancé en fin juin 2020, on était encore finalement à la sortie du premier confinement. Ça commençait à éclore, qu'on voyait quand même des projets, on entendait des choses, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas trop inspiré. On s'est dit, on va essayer de faire nos ateliers en présentiel, de les basculer en virtuel. On a essayé surtout d'avoir cette démarche d'adapter en virtuel ce que nous faisions en présentiel à Océanopolis. Et je vous propose d'aller jeter un œil sur le web et du côté de Lyon Métropole avec Mariette Escalier qui va nous parler justement de classe culturelle numérique. Alors, les classes culturelles numériques, on peut dire que c'est un projet plutôt novateur avant l'heure, puisqu'il pratique l'hybridité depuis déjà 2002. Donc, c'est un projet transdisciplinaire qui a été conçu et mis en place dans le Rhône par Erasme, le Living Lab de la métropole de Lyon, et déployé depuis hors Lyon, donc par Open Digital Operation. Donc, une classe culturelle numérique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un projet collaboratif qui permet à 10 classes de collège ou d'école, donc d'un territoire donné, de travailler en réseau avec un ou une intervenante scientifique, artistique, industrielle ou une structure associée. Donc des projets artistiques et culturels innovants en mode collaboratif sont ainsi développés en accueillant l'intervenant en résidence en ligne, mais aussi dans la classe, donc autour d'un projet commun. Le point fort de ces résidences, c'est effectivement leur déroulé donc en grande partie en ligne grâce à la plateforme dédiée qui permet aux classes et aux intervenants d'échanger à distance. Donc concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, l'intervenant donne ses instructions sur la plateforme. Les classes ont ensuite plusieurs semaines pour échanger, travailler ensemble autour de cette question avant d'y publier leurs réponses. S'ensuivent ensuite donc échanges en ligne, mais aussi rencontres physiques en classe ou dans le lieu culturel associé, qui vont nourrir donc l'élaboration du projet, qui sera quand même clôturé en fin d'année par un événement convivial avec l'ensemble des classes participantes, l'intervenant et les partenaires. Car le numérique c'est bien, mais quand même de se voir en vrai c'est mieux. Donc chaque projet dispose d'une URL publique, donc vous pouvez ainsi consulter les projets qui sont développés. Ça permet aussi de les archiver pour documentation. On peut ainsi suivre tout le processus créatif de ces projets, voir le résultat final, tout en mettant donc des ressources pédagogiques et artistiques à disposition. Bon, les projets d'éducation artistique et culturelle sont quand même plus souvent nombreux lors de ces résidences, mais le dispositif peut également être associé à des projets scientifiques, d'éducation aux médias ou encore de sensibilisation à des problématiques territoriales. Et vous avez des exemples de thématiques ? Alors j'en ai pléthore, ça fourmille vraiment, donc je vous en cite quelques-uns. De l'opéra contemporain, des archives, du design, de la danse, de la création de décors de théâtre, du cinéma, de l'odyssée spatiale avec un auteur de science-fiction et un astrophysicien, du code, de la gestion des déchets avec un rudologue, du patrimoine, de la restauration. Vraiment, les domaines explorés sont sans limite. Donc l'avantage de ce fonctionnement hybride qui combine travail en ligne et rencontres physiques, c'est qu'il favorise les enseignements pluridisciplinaires, le développement des usages numériques et l'ouverture de l'école donc aux ressources artistiques ou scientifiques du territoire, tout en décloisonnant et en favorisant la mise en réseau. Donc, excite vraiment les contraintes géographiques, classes des villes ou de la campagne, peuvent ainsi collaborer ensemble et avec des experts sans se soucier de la distance. Merci Mariette.
Vanille, comment ça s'est passé pour vous à la Cité de l'Espace avec vos 30 classes? Mariette vient de nous parler d'un projet avec plusieurs classes qui travaillent en réseau sur un projet commun. Est-ce que vos classes se sont rencontrées ou est-ce que c'était des projets propres à chaque classe? Alors, les enseignants pouvaient donc se sont déjà retrouvés sur les temps de formation en début d'année scolaire et ensuite ont décidé par affinité aussi peut-être de collaborer et de retravailler ensemble. Ce qui est important, c'est aussi la notion de territoire, c'est-à-dire que nous là, on a réussi à toucher plus d'une trentaine de classes sur l'ensemble du territoire national et outre-mer. C'est cette académie représentée, c'est des élèves qui de toute façon n'auront pas pu toucher sur une visite in situ à Toulouse à la Cité de l'Espace. Donc ça, c'est extrêmement enrichissant aussi. C'est de permettre à des élèves qui n'ont pas la chance d'avoir la structure culturelle proche de chez eux, de pouvoir quand même être accompagnés de la même manière qu'une classe toulousaine ou du territoire. Vous avez l'idée de la proportion des classes plutôt région toulousaine et des nouveaux publics? Oui, on avait à peu près un tiers de classes de la région toulousaine et puis le reste des autres académies. Et Lionel, pour vous, ça s'est passé comment? Des nouveaux publics également? C'est rigolo parce que finalement, c'est l'inverse de Toulouse, de la Cité de l'Espace. Finalement, alors, on a eu 85 e-classes depuis le lancement. Et pour le coup, ce sont 2 tiers bretonnes, 1 tiers sur le reste du territoire national. Et donc, ces nouveaux publics, est-ce que vous allez mettre en place des actions pour continuer à travailler pour eux et avec eux? Ah oui. Du coup, ça confirme l'intérêt d'être visible aussi à l'échelle nationale. Je rejoins complètement ce qui a été dit. Par exemple, il y a eu des classes qui ont été faites sur Nice. Clairement, on n'aurait jamais pu les accueillir à Océanopolis. Donc, c'est vraiment très intéressant pour nous. Et puis, au-delà de l'aspect scolaire, du coup, ça permet d'imaginer des e-classes dédiées, par exemple, à des entreprises, peut-être à d'autres types de publics aussi. Donc, ça encourage en tout cas l'essai. J'avais une question sur le live que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure. On parlait des bugs, de comment se déroulaient vos ateliers. Est-ce que tout se passe en live ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez sous le coude, que vous avez cachées Non. Alors chez nous, tout ne se passe pas en live, on va dire en direct. On a beaucoup de choses qui sont préenregistrées, ce qui nous permet d'avoir une qualité d'image et de son et qui nous permettent d'éviter justement de gros bugs sur le moment. Et qu'est-ce qui est préenregistré par exemple, ce qui peut être introduction, des temps de manip que nous, alors sauf quand vraiment on veut être sur du direct, c'est-à-dire qu'on le fait en même temps parce qu'on voit ensemble avec les classes comment a réagi tel ou tel expérience, mais la plupart du temps, nous, on a préenregistré en fait nos expériences, nos introductions, nos résultats qui de toute façon sur certains points ne bougent pas trop. Et voilà, on triche un petit peu, mais ça assure pour la bonne cause. Voilà, c'est ça. Lionel, comment ça se passe chez vous? Que du live ou un petit peu de... Alors, ça serait malhonnête de dire oui que du live. Non, je suis comme pour Vanille. Non, on a également des faux directs, on appelle ça. Donc tout ce qui est, par exemple, observation microscopique, on fait les manips devant les élèves, mais c'est vrai qu'après, pour la qualité de l'image, il faut vraiment qu'on soit sur du HD avec une très bonne qualité d'image. Donc oui, effectivement, là, on est sur du faux direct. Mais du coup, derrière, ça révèle aussi qu'il y a une sacrée organisation, parce que lorsqu'on a au moins une dizaine de vidéos à passer les unes derrière les autres, entre ces manips, etc., eh bien, ça impose quand même un rythme, et il ne faut pas se planter, faut trouver le bon fichier au bon moment, le bon son. Ça fait quand même de bonnes manips derrière. C'est ça, les déroulés sont hyper précis. Et maintenant, on en fait quoi de tout ça? On a réouvert nos établissements, on en est bien content, mais comment ça se passe là dans la suite? On se dédouble, on continue, on ne continue pas? Quelles sont les perspectives? Allez, à la Cité de l'Espace. Alors forcément, je pense que c'est la question centrale. C'est maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On a sorti ça en temps record, tous. Voilà, on s'est tous mobilisés et ça a fonctionné. Il y a des retours extrêmement positifs. On ne peut pas faire table rase, en tout cas pour la Cité de l'Espace, de ce qui s'est passé là, de l'expérience qu'on a vécue. Donc on va maintenir ce type d'accompagnement-là pour plein de raisons, et puis aussi parce que ça a réussi à créer toute une communauté. Voilà, c'est des classes qu'on a accompagnées tout au long de l'année. On arrive à la fin de l'année, ils nous remercieront jamais assez d'avoir suivi tout un parcours, toute une année. Donc effectivement, on va continuer pour toujours aussi aller toucher d'autres publics. On va pouvoir continuer. Maintenant, on va, je pense, être sur
sur un mode qu'on va appeler hybride. On est réouvert, donc on va réaccueillir des classes. L'année prochaine, on va relancer ces projets-là. Certaines classes y assisteront à distance et seront accompagnées à distance. Les autres classes seront accompagnées tout au long de l'année à distance et à la fin de l'année viendront probablement à la Cité de l'Espace. Vous allez donc faire le choix de réduire le nombre d'élèves qui vient in situ, où vous allez embaucher. La question du modèle économique quand même là-dedans aussi. Ouais, tout à fait. Alors nous c'est un petit peu différent parce que ça ne touche pas en fait nos visiteurs classiques. C'est-à-dire qu'on va reprendre nos visiteurs, nos visites classiques de nos classes. Ça a recommencé très très fort après la réouverture. Donc on va maintenir ça. Nous on va continuer d'accompagner sur des projets dont on sait en termes de ressources humaines que l'on est capable d'avoir 5, 6 classes, 7 classes de plus, puisque la majorité de l'accompagnement, en fait, se fait de toute façon à distance. C'est sûrement les fins d'année scolaire, ou en tout cas les événements structurants de fin d'année, qui se dérouleront soit in situ, si vous êtes une classe de l'académie, ou académie proche de Toulouse, et à distance, si vous êtes éloigné, comme par exemple dans une classe de l'île de la Réunion, bon ben voilà, on poursuivra, mais avec des classes à distance et des classes sur site. Lionel, du côté de Sanopolis, il me semble que les e-classes sont tournées dans les salles éducatives qui sont initialement dédiées au public in situ. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh oui, c'est cornélien comme choix. Alors, c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit. En fait, on va quand même pousser pour le présentiel parce qu'on pense quand même que c'est important que les élèves découvrent le site, s'imprègnent vraiment de toute la muséographie, des organismes qui sont présentés. C'est un vrai plus quand on fait un atelier sur place et que l'on découvre ensuite le parcours de visite. Mais c'est vrai que aussi, il y a des classes qui ne pourront jamais venir, qui seront vraiment loin. Et pour le coup, celles-là, il ne faut pas les oublier. C'est ça aussi ce qui est très intéressant. Donc, on va poursuivre. Et je rejoins, on aura également l'effectif de l'équipe médiation, il n'est pas extensible. Donc, à un moment donné, il y aura des vrais choix. Mais bon, voilà, on a bon espoir que du coup, ça conforte aussi le fait d'agrandir l'équipe. Voilà, c'est un but pour qu'on soit nombreux dans l'équipe. On continue in situ et on va chercher des publics éloignés qui ne seraient pas venus dans nos établissements. Je vous propose d'aller jeter un œil sur ce qui se passe en Occitanie et c'est parti pour le Zoom Écosciences avec Lauriane Bissinguet. Marlène, est-ce que vous aussi, comme moi, êtes amatrice de théâtre d'impro ? J'adore ça. Eh ben, ça tombe très bien. Vous allez adorer le projet scolaire que je vous ai déniché. Comment faire sortir la science des labos et surtout comment la rendre passionnante et drôle pour un public scolaire distant ? C'est le défi relevé haut la main par l'équipe du service de culture scientifique de l'Université de Montpellier. Ils se sont associés à la troupe de théâtre La Compagnie du Capitaine ainsi qu'à 2 chercheurs pour proposer les improconférences. Alors, comment ça se passe ? Combien de temps ça dure ? Dites-nous tout. Ce sont des rendez-vous live qui durent environ 2 heures et qui sont destinés aux scolaires. Les élèves suivent d'abord une conférence scientifique qui est animée par une chercheuse ou un chercheur et ils assistent ensuite à un spectacle d'improvisation théâtrale sur la thématique de cette même conférence. Et ce qui est vraiment chouette, c'est le côté très dynamique et spontané du format, parce qu'il n'y a pas de préparation en amont. Alors, comme vous pouvez vous en douter, c'est un sacré exercice pour les comédiens, d'ailleurs chapeau à eux, et c'est un régal pour les spectateurs. C'est un format qui est vraiment super dynamique, il y a une belle alchimie qui se crée entre les chercheurs et les comédiens, et c'est ça qui fait la force du projet et qui arrive à plonger tout le monde dans une aventure qui mêle science, impro théâtrale et humour. Donc je vous laisse imaginer une douzaine de classes, donc environ 300 élèves, captivés et amusés devant la projection d'un spectacle scientifique sur un bousier. Mais pas n'importe quel bousier, un bousier ultra célèbre qui s'appelle Boozman et qui est à la recherche d'un coach sportif pour l'aider à développer ses capacités physiques. Oui, je parle bien de l'insecte. Mon intention maintenant, c'est plus de pousser des petites boulettes de bouse, non. J'aimerais soulever un enfant. Mais là, vous avez appelé la bonne personne, Boozman. Vous savez que c'est moi qui ai entraîné les fourmis. Attendez, si les fourmis peuvent soulever 1000 fois leur poids, c'est parce qu'elles ont eu un entraînement du tonnerre. Alors, vous avez fait un super boulot avec les fourmis. Je sais, j'avoue, j'étais assez impressionné, quoi. Alors, vous l'aurez compris, le but des improconférences, c'est d'arriver à piquer la curiosité des élèves en parlant de science de façon artistique et ludique, mais c'est aussi un moyen de créer du lien malgré la distance. Et ça marche. Le format est convivial et on
on a un vrai moment de partage et d'échange entre les élèves et les chercheurs. Donc, pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à aller sur le site du service culture scientifique de l'Université de Montpellier. Vous pourrez y trouver les vidéos, elles durent 5 minutes, c'est pas très long et je vous assure que ça vaut le coup d'œil. D'ailleurs, il y en a aussi une autre que je trouve vraiment très rigolote, sur l'histoire d'un moustique qui se demande quelle proie sera la plus savoureuse à piquer entre une femme, un homme ou un chien. Un beau programme. Et ils ont prévu d'autres épisodes ? Et oui, comme ça a super bien marché, il y en aura d'autres. Et d'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, rendez-vous le 9 octobre 2021 pour une diffusion tout public en live sur la chaîne YouTube de l'Université de Montpellier. Merci Lauriane et rendez-vous sur le site d'Écosciences Sud. Et c'est ainsi que se termine ce premier épisode de Sans réserve. Un grand merci à nos deux invités, Vanny Delfaux et Lionel Feuillassier. Pour les curieuses et les curieux, allez jeter un œil du côté des sites internet de la Cité de l'Espace et d'Océanopolis. Merci à vous qui nous avez écoutés et qui, je l'espère, reviendrez nombreux au prochain rendez-vous. D'ici là, tous nos podcasts sont disponibles sur le site www.cadessavoir.fr et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, faites du bruit sans réserve. Une émission préparée et présentée par Marlène Stricot avec Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet de Science Animation. Merci également à notre partenaire Campus FM où vous pouvez nous écouter à Toulouse le jeudi à 17h. À la prise de son, Laurent Codoul, réalisation Arnaud Maisonneuve, une production Cadet Savoir. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux.